Bonjour à tous. Aujourd'hui, je commence à reprendre les enregistrements pour les cours de la Princeps Academiae. Suite à des discussions avec les professeurs, nous allons essayer de réduire la formule pour la rendre plus compacte et vous encourager à suivre plus intensément les cours plutôt que de vous baser uniquement sur ces podcasts. Aujourd'hui, nous allons évoquer de façon très basique, très vague et très large l'utilisation de l'ensemble des unités non gold, je précise, ça viendra après, l'ensemble des unités qui seront à vos dispositions dans vos parties de suprématie. Je vous renvoie au cours sur la gestion des ressources et des bâtiments pour voir ou vous rappeler comment construire les unités en question. Je le rappellerai néanmoins pendant ce podcast. Pour commencer, nous allons voir les unités d'infanterie. L'unité d'infanterie est l'unité de base du jeu. Vous en avez un petit paquet au début de chaque partie, à peu près 10 infanteries par province au début de la partie, et ça dépend ensuite de la carte. 12 provinces pour une carte Europe, et 10 provinces pour une carte type monde. Chaque infanterie a un moral qui lui est propre et qui est défini par la province sur laquelle cette infanterie se trouve et le temps passé. Je suis certain de l'avoir évoqué dans le cours sur le moral, mais en reparler ne fera sans doute pas de mal. Une infanterie sort d'une caserne ou d'un bureau de recrutement avec le moral exact de la province dans laquelle elle est recrutée. Par exemple, une province à 100% de morale recrutera des infanteries à 100% de morale. De l'autre côté, une province à 70% de morale recrutera des infanteries à 70% de morale environ. Là, 68% de morale, c'est tout simplement parce que la garnison qui avait conquis cette ville était à un moral encore plus bas. Mais tout ceci tend vers 70%. Le moral est sans aucun doute le plus déterminant dans les chocs, les contacts ou même l'endurance de combat de vos unités. Une infanterie, c'est marqué dans le manuel, a un point de vie et une force d'attaque. Ce chiffre est le chiffre médian qu'aura une infanterie avec un moral moyen, c'est-à-dire le moral de début de partie, 70 à 75% de morale. Au-dessus ou en dessous, cette valeur tend à varier pour une infanterie isolée. Par exemple, ici nous sommes à 65% de morale, une seule unité. Vous voyez que l'unité n'est déjà plus à une de vie, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jeu la puissance, et non plus à une dégâts d'attaque. Avec le moral en baisse, la puissance a baissé à 0,8 et les dégâts d'attaque à 0,8. Retenez bien cette baisse car elle est déterminante pour la suite. En effet, vous apprendrez, et nous verrons dans ce cours, que un moral plus bas que celui de votre adversaire permet de compenser de beaucoup le sous-nombre ou le surnombre. Voyons maintenant une autre unité. Vous avez vu une unité relativement faible avec un moral relativement bas. Nous allons maintenant voir une unité avec un moral très haut. Ici, elle est à 100%. Voilà. 100%, vous voyez, la force est à 1,2 pour les dégâts d'attaque et à 1,1. Très concrètement, les dégâts d'attaque de cette unité sont de 1,19. C'est tout simplement parce que le serveur de suprématie ne calcule pas les arrondis, mais tronque les valeurs. Donc, lorsque vous étudierez des formations d'attaque ou des formations de défense, gardez toujours à l'esprit que lorsque vous voyez un chiffre, cela peut être ce chiffre plus l'ensemble de la décimale qui est relié. Par exemple, une unité à 98% sera toujours marquée 1,1, mais au lieu d'être 1,19 comme à 100% de morale, ça sera 1,17 par exemple. Et ça, vous n'en saurez rien. Cependant, sur des gros groupes d'unités, ça peut faire une différence aux pertes. Et dans le cadre de la maîtrise du ratio, c'est important de le garder à l'esprit. L'infanterie
est notoirement utilisé pour capturer les villes. C'est quelque chose de fondamental que je répéterai sans doute plusieurs fois pendant ce podcast, mais on établit une distinction entre l'infanterie et les unités avancées, dites mécanisées, par l'adage suivant: l'infanterie gagne les guerres et les mécanisés gagnent les batailles. C'est quelque chose de fondamental. L'infanterie est recrutée périodiquement et son recrutement est directement lié à la production de ressources de blé. C'est pourquoi certains pays en début de partie ont tendance à produire plus d'unités que les autres parce qu'ils peuvent plus se le permettre. C'est le cas de pays assez délaissés, tels la France. Dans l'exemple actuel, elle est sous le contrôle du Royaume-Uni, mais c'est pour vous montrer. La France produit beaucoup de blé, pas mal de poissons, et vous aurez tendance à voir, face à un joueur correct, que la France est toujours dans le top 10 des grandes armées. Encore plus si elle ne combat pas, mais cela est une autre question. Un autre exemple est la Finlande, qui est un peu la France de la Scandinavie. Elle produit beaucoup de blé, donc elle produit beaucoup d'infanterie. D'ailleurs, vous remarquerez souvent que lorsqu'on vous parle de pays puissants, c'est souvent des pays comme la France ou la Finlande, voire même la Lituanie, qui souffrent de cette réputation d'être extrêmement difficiles à jouer parce qu'ils se font souvent pourrir d'entrée. Il y a du vrai, il y a du faux, bien entendu, mais cette mauvaise réputation est due à ce que justement l'emphase de ces pays, donc la spécialisation qu'ils sont forcés de choisir en début de partie, est toujours une emphase de type infanterie. Un pays comme la France, qui n'a pas de pétrole, ne peut pas choisir une emphase de type mécanisé. Ce n'est pas possible en début de partie. Alors, ensuite, la première unité mécanisée que vous aurez à utiliser, c'est la voiture blindée, aussi appelée l'automitrailleuse. Pour la construire, il suffit d'avoir un atelier de niveau 1 et quelques ressources de pétrole. Voilà. C'est la première unité mécanisée à laquelle vous aurez accès. Par rapport aux autres unités mécanisées, elle est en fait relativement chère. Vous verrez par rapport à ce qu'on étudiera après, que la voiture blindée est extrêmement chère par rapport à l'artillerie par exemple, et même par rapport à son pendant de l'époque de l'ère mécanisée, le char. La voiture blindée, cependant, c'est quand même une unité qu'il ne faut pas négliger en début de partie, et ce pour plusieurs raisons. Alors, très malheureusement, mauvais exemple, il me semble que je n'ai plus aucune voiture mécanisée sur cette carte, donc je vais me contenter de vous en parler théoriquement. Ouais, c'est dommage, oui, aucun pays de la carte n'en a. Ah si, peut-être au Maroc. Non plus. Bien. La voiture mécanisée a une force d'attaque de 1,2 et une puissance de 1,2 brut. C'est-à-dire que finalement, cette unité mécanisée brute, elle n'a que la force d'une infanterie à 100% de morale. Et donc, vous me direz, à quoi ça sert de dépenser des ressources inutiles pour construire une unité comme la VB qui finalement n'a que la puissance d'une infanterie? Vous avez raison de ce côté-là, mais ça serait sans compter plusieurs mécanismes de jeu que je n'avais pas encore vus mais qu'on va expliciter ici, qui sont les dégâts additionnels et l'état. Les unités mécanisées n'ont pas de morale. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas cette faiblesse des unités d'infanterie qui est le moral, c'est-à-dire un facteur de puissance et de dégâts d'attaque qui baisse lorsqu'il y a des pertes, qui baisse lorsqu'on est en territoire ennemi et qui met du temps à se reconstruire et uniquement dans des provinces à haut moral. Les mécanisés, eux, non. Ils ont un état. C'est-à-dire qu'ils ont en gros un moral fixe qui lui ne peut baisser qu'en fonction des coûts pris et qui remonte dans n'importe quelle province amie. Ou dans le cas des navires, dans n'importe quelle eau amie, tant que le round de tir, nous le verrons après, retenez juste le nom pour le moment, tant que le round de tir n'a pas été utilisé, avant la mise à jour de minuit. La voiture blindée est donc une unité d'air pré-mécanisé qui va servir uniquement à une chose,
Augmentez les dégâts d'attaque de vos troupes en début de partie, de manière très peu significative, mais suffisamment pour limiter vos pertes contre des IA et avoir un ratio correct contre ces mêmes IA. Contre les actifs, en revanche, l'utilité sera beaucoup plus mitigée, je dirais, en ce sens que, en théorie, un joueur actif et relativement bien entraîné va construire des forteresses ou éviter les confrontations perdues d'avance. Pourquoi est-ce qu'on doit utiliser la voiture blindée au sein même d'un groupe d'infanterie? C'est extrêmement simple. Un groupe d'infanterie a une valeur d'attaque maximale qui est atteinte. Un groupe de 100 000 hommes aura forcément une certaine limite de force d'attaque, et cette limite de force d'attaque sera sensiblement la même que celle d'un groupe de 100. Regardez, je vire les chars, je les place. Vous voyez, ce groupe de 1 110 000 hommes de morale 100 a une force d'attaque de 12. 12 est la limite optimale, maximale, que vous ne pourrez jamais atteindre. Parce que la fonction qui décrit les valeurs de dégâts associées au nombre est logarithmique. Elle atteint une valeur plafond. Regardez, 12 de force d'attaque. Si je baisse à 430 unités, la valeur d'attaque est toujours de 12. L'expérience est encore plus probante si je descends à 180 000. 12 encore. Si je descends à 75 000, 12 encore. Si je descends à 50 000, 12 encore. Si je descends à 36 000, ça y est, on est descendu à 11,5. Mais vous voyez, pour un groupe de 36 000 hommes par rapport à un groupe de 1 million, on a à peine perdu 0,5 dégâts d'attaque par heure. C'est-à-dire, en gros, que mon groupe de 1 million d'hommes va faire seulement une infanterie morte de plus chez l'ennemi que mon groupe de 36 000 hommes. Alors vous allez me dire, c'est pas logique. Si, plutôt, ça simule assez bien le principe de la largeur de bataille, à savoir que toutes vos unités ne peuvent pas attaquer en même temps. Un groupe de 1 million sera donc forcé de faire combattre ses unités les unes après les autres, et sa valeur de dégâts est ainsi limitée à 12 avec un moral de 100%. Cette valeur tendra à descendre si le moral est bas, bien évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Ça signifie que finalement, c'est peut-être pas si intéressant que ça d'envoyer en permanence des gros groupes. Pour l'instant, on va considérer que si. Nous verrons dans un cours plus avancé les considérations qui peuvent entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'attaquer avec des dégâts d'attaque optimisés. Pour l'instant, sachez quand même que même si le groupe de 12, enfin le groupe de 1 million ne fait que 12 dégâts d'attaque, et donc que les combats seront plus longs, leur puissance est quand même de celle d'un groupe de 1 million. C'est-à-dire que les pertes que ce groupe va prendre toucheront beaucoup moins le moral que si les groupes étaient dispersés. Donc, votre moral restera au plus longtemps et vous subirez dans l'ensemble, sur l'ensemble de la campagne, beaucoup moins de pertes. Retournons maintenant à la VB, au principe de ce qu'on appelle les dégâts ajoutés. Parce que nous avons vu que l'infanterie seule avait un certain nombre de dégâts d'attaque, qui était limité à 12. Maintenant, regardez ce groupe en entier. Il est composé de 23 chars et de 26 artilleries. Je vais retirer quasiment toutes les unités mécanisées, sauf un char. Vous vous souvenez que j'ai dit que le groupe de 1 million d'unités avait 12 dégâts d'attaque. Le char, lui, en a 4. Il fonctionne sur le même principe que la voiture blindée, c'est-à-dire un état, une force d'attaque égale à sa puissance. Pour la voiture blindée, c'est 1,2 de vie et 1,2 d'attaque. Pour le char, c'est la même chose, c'est 4 de vie et 4 de puissance d'attaque. Alors, vous allez me dire que au niveau puissance, ça ne change pas grand-chose. Effectivement. Sur un groupe de 1 million d'unités, le char ne va pas beaucoup augmenter la résistance. C'est 4 sur plus 1000.
Cependant, c'est sur les dégâts d'attaque que l'utilisation du char et de façon générale de toutes les unités mécanisées de choc qu'on va trouver sa véritable utilité. Regardez plutôt. Voyez, ça parle tout de suite tout seul. Avec un seul char, mon groupe de 1 million d'unités est passé de 12 dégâts d'attaque à 16 dégâts d'attaque, soit une augmentation de 30% de son pouvoir meurtrier. C'est pas mal. Maintenant, voyez ce que donne un groupe d'infanterie avec beaucoup de mécanisés. Ah, mince, attendez, j'enlève les artilleries, voici. 59,6 dégâts d'attaque. C'est énorme, non? Cela signifie qu'avec 23 chars, ce qui est assez énorme, il faut bien le dire, réduisons un peu le... Voilà. Disons juste un nombre de chars relativement restreint pour ce niveau de la partie. En théorie, lorsque vous arrivez à aligner 1 110 000 hommes sur une carte, à un point précis de la carte, vous êtes censé avoir vous êtes censé avoir suffisamment de production pour sortir des chars par groupe de 10. Voyons juste ce groupe avec ces 10 chars. Normalement, ces 10 chars fournissent des dégâts d'attaque de 40. Là encore, par rapport au groupe d'infanterie, cela ne fait que 42 vies sur 1 million, enfin sur 1000, ce qui est limité. Mais sur les dégâts d'attaque, nous sommes à 44. Alors vous allez faire le calcul rapidement, vous allez voir, oh mais normalement les chars ils ont 40 dégâts d'attaque si on les laisse seuls, effectivement. Regardez, tac, 40, c'est 32 dégâts. Ah, 32 dégâts d'attaque. Donc, merde, je les remets. Ils ont normalement 40 dégâts d'attaque, 32 quand ils sont à 10, donc le nombre limite est un peu plus bas. Et quand ils sont dans un groupe de 1 million, ils sont à 59,6. Le même principe de limite naturelle pour les mécanisés s'applique qu'à l'infanterie. Cependant, cette limite naturelle est propre à chaque groupe d'unités. C'est-à-dire que l'infanterie a sa limite naturelle d'attaque, les chars ont leur limite naturelle d'attaque sur un groupe de chars, pareil pour l'artillerie, pareil pour les ALVF, pareil pour les cuirassés. Là où on joue sur les dégâts additionnés, c'est que une armée n'a pas de limite naturelle d'attaque de groupe. C'est juste l'addition de toutes les limites naturelles d'attaque. C'est ainsi dire 12 dégâts d'attaque pour l'infanterie, et pour les chars, la limite d'attaque tourne autour de 75 environ, voire même avec un groupe très gros que vous n'atteindrez jamais, puisqu'il faut atteindre les 100 chars environ, vous arriverez à une limite naturelle de 80 dégâts ajoutés. Donc rendez-vous bien compte, là avec 23 chars, ce qui est normal pour une partie avancée, vous obtenez une armée qui fait 4 fois plus de dégâts que l'infanterie seule. 59 dégâts d'attaque, il faut bien se rendre compte de ce dont il s'agit. C'est véritablement 60 000 hommes en moyenne qui sont tués à chaque fois. L'artillerie a évidemment le même principe. 39 dégâts d'attaque, attaque à distance, 39. Là, l'artillerie a une limite naturelle d'attaque plus haute, également de 80 comme pour les... comment dirais-je ? Comme pour les chars, mais c'est beaucoup plus difficile d'arriver en nombre à cette limite naturelle. L'artillerie est un peu particulière puisqu'il s'agit d'une arme de bombardement. Mais voyez, allez, encore 2 minutes avant qu'ils se rejoignent. Allez, attends, nous allons essayer de les faire rejoindre un peu plus rapidement. Non, je vais être forcé d'attendre 2 minutes. Bien, donc comme je disais, avec les dégâts d'attaque ajoutés, vous obtenez une force sur votre armée bien supérieure à la force que vous auriez avec l'infanterie seule. Je vous montrerai ce que donne un groupe entier avec... je vais pouvoir vous le montrer, c'est pas un problème. Nous avons ici 662 infanteries, donc 12 dégâts d'attaque. Nous allons montrer ça petit à petit. Voilà. L'infanterie plus l'infanterie plus les chars, nous en sommes à 32 dégâts d'attaque.
Avec 5 chars, nous n'en sommes pas encore à ce que chaque char perde en efficacité. Évidemment, lorsque vous approchez de la limite naturelle, la force de chaque char ajouté va commencer à baisser, parce que sinon il n'y aurait pas de limite d'attaque. Voilà, vous avez vu avec les chars, 32. J'y ajoute l'artillerie. Nous sommes déjà à 48,5. L'attaque à distance représentant 16,5. Si vous faites le calcul, vous voyez facilement que les dégâts d'attaque des chars, de l'infanterie et de l'artillerie se sont ajoutés. Le groupe de chars plus d'infanterie était à 32, on y ajoute les 16,5 de l'artillerie et on atteint 48,5. Toujours en comptant les 16,5 d'attaque à distance de l'artillerie, qui bien entendu peut aussi attaquer au contact, même si ce n'est pas son utilité première. Maintenant, on ajoute... 35 secondes, ça va être un peu plus rapide, mais bon. Et ensuite, on va y ajouter les ALVF. ALVF qui seuls ont une force d'attaque à distance de 15. La particularité des ALVF, mais on le reverra ensuite, c'est que c'est vraiment une attaque de distance et pas de contact. Vous voyez, 0,4 avec 5 ALVF, c'est assez ridicule. Cependant, je vais quand même vous montrer que ça les ajoute dans le décompte. Allez! 2 secondes, grand Dieu. Voilà. 48,9. Comme vous voyez, elles se sont ajoutées au décompte de dégâts d'attaque du groupe. L'attaque à distance, elle, a beaucoup augmenté, mais ça c'est une particularité de l'ALVF, c'est-à-dire d'être incapable de se défendre au contact, mais d'infliger des dégâts colossaux à distance. Ces dégâts ajoutés, ça va être vraiment votre porte d'entrée dans le monde de la tactique avancée et à l'utilisation raisonnable et intelligente de vos unités mécanisées. Déjà, si vous retenez bien ce principe que les unités mécanisées ajoutent à la puissance et à la résistance aux dégâts d'attaque de vos groupes d'infanterie, vous comprendrez mieux l'adage que les mécanisés gagnent les batailles, tandis que l'infanterie gagne les guerres. C'est extrêmement simple. Les mécanisés aident à gagner les batailles car ils permettent d'augmenter les dégâts d'attaque ou de réduire les dégâts pris. Donc, ils permettent d'avoir un bon ratio, et qui dit bon ratio dit en général bataille gagnée, ou sinon des défaites de peu, tandis que l'infanterie, elle seule, permettra de conquérir les territoires et donc de gagner les guerres. La voiture blindée, le char et le char, qui sont deux unités assez liées, serviront à cela. La voiture blindée uniquement en début de partie et le char uniquement à partir de la phase mécanisée. Pourquoi faire de la VB puis ensuite du char? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on fait une étude comparative des deux unités, on se rend compte rapidement que les deux ne sont pas du tout du même acabit. La voiture blindée coûte 7500 livres, 2000 fer et 1500 pétrole. Ça dépend de vos capacités, on en reviendra après dessus. Elles mettent peu de temps à être produites, mais elles n'ont une puissance de feu, c'est-à-dire des dégâts d'attaque, que de 1,2. Donc, dans un groupe d'infanterie, elles n'augmentent à l'unité que de 1,2 les dégâts d'attaque. Elles sont rapides, certes, mais à quoi bon être rapide dans la mesure où leur principal intérêt réside quand même d'être dans un groupe d'infanterie. Certains joueurs utilisent les VB pour rusher les provinces de leur adversaire. Je ne vais pas leur donner tort, c'est effectivement une utilisation qui peut faire ses preuves, mais c'est quand même une utilisation tactique qui est dépendante de l'erreur de l'ennemi ou de combats précédents. C'est-à-dire qu'en général, ces gens qui vont rusher à la VB vont quand même déplacer la plupart du temps ces voitures blindées avant de les détacher en attaque. En revanche, un autre atout de la voiture blindée est qu'elle est très facilement remobilisable. Avec 72 km/h, elle peut parcourir un pays, même sans voie ferrée, très rapidement. Cet avantage aura tendance à disparaître avec l'apparition de la voie ferrée, où, avec la voie ferrée, les autres unités mécanisées telles le char compensent leur manque de vitesse, ce qui rend obsolète en termes de vitesse la voiture blindée.
Cependant, enfin, par rapport au char, quand on fait la comparaison, le char a 4 puissances de vie et 4 d'attaque sur terre. Alors vous remarquerez que la voiture blindée et le char ont la même force en mer. C'est quelque chose que vous apprenez et que vous oubliez ensuite. Parce que dans les deux cas, si votre voiture blindée est interceptée en mer, elle est morte. Ou le char de même. Là où on peut établir la comparaison, c'est dans le coût et les rapports qualité-prix. Le char a 4, la voiture blindée a 1,2. Parce que la voiture blindée a 1,2, si elle se prend un coup, que ce soit un bombardement ou un coup d'une infanterie isolée, elle meurt. Vous ne verrez jamais une voiture blindée survivre à un tir direct ou à un contact. Elle a tout simplement trop peu de vie. C'est comme l'infanterie. Les infanteries, elles ne peuvent pas survivre à un coup qui les touche. Vous ne verrez jamais une infanterie perdre la moitié de son moral à cause d'un tir. C'est pas possible. Elle meurt, elle disparaît. C'est pareil pour la voiture blindée. De ce fait, c'est pour cela qu'elle est extrêmement fragile, parce que dans un groupe d'unités, si elle a la malchance de se faire toucher, nous verrons ce qui détermine les facteurs de touche dans un cours plus avancé, si elle se fait toucher, elle meurt. Et vous entendrez souvent des joueurs expérimentés rager sur leur malchance, parce que justement, sur un groupe de 100 unités, ils avaient 3 VB et qu'au premier choc, ils en ont perdu une. Ce n'est pas que la VB est mauvaise, c'est juste qu'ils ont de la malchance. Si on compare avec le char, là encore, on peut faire une étude comparative rien qu'au niveau du prix. 1,2, 3,4, 4,6. Il faut, allez, on va raccourcir 2,5 voitures blindées ensemble, donc 3 en termes de jeu concret, pour rivaliser avec un char. Si vous faites le calcul, cela vous revient à plus de 20 000 livres, donc plus que le char. Ça vous revient à 6 000 fers, donc plus que le char. Et ça vous revient à 4 500 pétrole, donc plus que le char. Pour les livres, attendez, parce que j'ai toujours été très mauvais en calcul mental, donc 15 000, donc 22 500 livres, soit 2 500 livres de plus que le char. C'est pour cela que la voiture blindée est obsolète à partir du jour 10, c'est-à-dire le jour d'apparition des usines capables de produire le char. La voiture blindée coûte à force égale beaucoup plus cher. De plus, le char, lui, avec son état et sa force, encaissera plusieurs coups avant de mourir, ce qui lui laisse beaucoup plus de chances de survivre à un combat long, ce qui n'est pas le cas de la VB. En outre, juste pour rire, si vous opposez 3 VB, 3 voitures blindées à un char en contact, les voitures blindées, avec leur susceptibilité à mourir du premier coup, ne seront, malgré qu'elles soient sur le papier égales au char, rien de plus que de la chair à canon. Au premier choc, le char va tuer une, voire 2 voitures blindées, tandis que les 3 voitures blindées vont à peine détruire 50% du char. Donc son état va tomber à 50%. Cependant, après ce premier choc, il ne reste plus qu'une voiture blindée en face. Une voiture blindée qui va taper à 1,2, tandis que le char, grâce à son état, qui fait que ses dégâts d'attaque restent stables et constants malgré son état, il va toujours taper à 4. Ça fait que finalement, en combat réel, il ne faut pas moins de 5 voire 6 voitures blindées, je ne vous raconte pas le coup, pour rivaliser avec un char. Et encore, je ne vous raconte pas les pertes. Je pense avoir fait le tour des techniques de base concernant le char. Voyons maintenant un peu plus en détail l'artillerie. L'artillerie est, dans les unités non gold, l'unité mécanisée avec la portée à distance la plus faible. Concrètement, il y a de très rares endroits où une artillerie peut tirer sur une autre ville depuis une position défendue. C'est surtout dans les pays d'Europe de l'Est qu'on va voir ça. Donc les pays tels l'Empire ottoman, la Roumanie ou la Grèce. Pour des pays comme la France ou l'Espagne, ou en fait la grande majorité des pays, l'artillerie ne peut pas être considérée comme une arme défensive.
L'artillerie est très utile en début de phase mécanisée par sa capacité à protéger, à bombarder et faire des dégâts sur l'ennemi pendant qu'une autre troupe, souvent devant, va protéger et empêcher les troupes ennemies de passer. Alors, malgré que l'artillerie ait une puissance de 1,5 et donc une force de bombardement de 1,5, elle souffre des mêmes défauts que la voiture blindée du point de vue de sa résistance. Vous ne verrez jamais une artillerie être à 50% de son état à cause d'un tir. Elle est touchée, elle meurt. C'est aussi vrai que elle a tendance à rater ses tirs. C'est vraiment une unité de longueur. L'artillerie ralentit les groupes dans lesquels elle est, c'est-à-dire qu'elle est plus lente que de l'infanterie, et elle a tendance à mourir extrêmement vite en combat au contact. Malgré que, si vous regardez ses caractéristiques, elle peut jouer le rôle que joue l'AVB ou le char. Cependant, vu le comparatif, regardez, je vais vous montrer, vu le prix comparatif, il vaut mieux, pour du combat au contact, toujours utiliser le char. Regardez, une artillerie coûte 10 000 livres, 3 000 fer et 2 000 pétrole, pour 1,5 d'attaque. Donc, avec deux artilleries, vous arriveriez à peu près aux 3/4 de la puissance d'un char, pour un prix quasiment égal, sauf qu'il coûte 1000 pétrole et 1000 fer de plus. Ça ajouté au fait que l'artillerie meurt d'un coup si elle est touchée. En fait, il n'y a rien à faire. Lorsqu'il s'agit de foncer au contact avec une armée optimisée par les mécanisés, c'est le char qui doit être votre premier choix. L'artillerie, on peut l'avoir comme unité de contact uniquement dans des cas désespérés ou alors dans des énormes groupes d'unités. C'est-à-dire que ici, si je voulais vraiment, j'avais rien d'autre sous la main et je voulais optimiser un petit peu ma puissance, mettre deux ou trois artilleries dans un groupe de 600 000 hommes, finalement, ça ne serait pas une si mauvaise idée que ça. Parce qu'avec 16,5 dégâts d'attaque, on reste dans du très honnête pour le groupe d'infanterie par rapport aux 12, et les chances que l'artillerie se fasse toucher est finalement extrêmement réduite dans le groupe dans lequel elle est. Toujours penser optimisation et petits gains. Finalement, même si ça n'est que 1,5 dégâts en plus, sur les longs combats, heure après heure après heure après heure, ça peut faire la différence. Par exemple, 3 artilleries en plus dans mon groupe, les dégâts à 16 environ, je vous remontre, cela nous fait à 16,5 environ, voilà, 16,5 dégâts d'attaque. Vous faites le calcul sur des combats longs qui impliquent la destruction d'un groupe équivalent d'unités. On va être dans du 4,5 000 hommes tués en face en plus. Donc on peut arrondir selon le X-Factor à 4 000 hommes ou 5 000 hommes. Mais là, si on est dans un combat qui dure longtemps, par exemple 10 heures, bah vous multipliez. Cela fait qu'avec ces 3 petites artilleries ajoutées, votre groupe va faire 50 000 hommes de plus, de 50 000 morts de plus au contact, que ce qu'il aurait fait sans l'artillerie, voire même avec l'artillerie en bombardement. Parce que le bombardement, c'est quelque chose d'assez, comment dirais-je, particulier. Les dégâts de choc sont sujets au X-Factor, moins 20%, plus 20%. Mais ce sont des dégâts constants, ce sont des dégâts qui ne peuvent pas être réduits artificiellement par une chance de touche. Cette chance de touche, elle existe avec l'artillerie. Chaque unité a la possibilité de faire des dégâts nuls, des dégâts minimum, des dégâts moyens, des dégâts hauts ou des dégâts maximum. Pour la force de bombardement, les dégâts maximum, c'est l'attaque à distance qui apparaît lorsque vous placez votre curseur sur l'option force. C'est-à-dire que là, l'artillerie ferait au maximum 4500 morts, soit 4 ou 5 avec le X-Factor. Cette valeur peut descendre selon le facteur de touche.
Ce qui fait que vous pourriez très bien en tuer 2, ou 1, ou aucun. La plupart du temps, on fait plutôt des dégâts moyens, c'est-à-dire qu'en général, avec 4,5 dégâts d'attaque à distance, vous aurez plus tendance à tuer 2, voire 3000 hommes. Ce même principe s'applique pour toutes les unités de bombardement, avec des facteurs de touche différents les uns des autres. Nous verrons le contenu de ces facteurs de touche en N2. Pour l'instant, je ne vais pas vous submerger avec des informations qui, de toute façon, ne relèvent que du détail. Les croiseurs, les cuirassés ont également leur force de touche, donc attaque à distance de même. La seule différence avec le contact, c'est que l'attaque à distance n'a aucune limite de bombardement. C'est-à-dire que là, nous sommes sur un groupe qui a 98,6 dégâts d'attaque. Ici, nous sommes sur un groupe qui a 60 dégâts d'attaque. Les cuirassés ont une limite aussi, mais elle est extrêmement haute et inutile d'essayer de l'atteindre à moins de 100 cuirassés. Mais il n'y a vraiment aucune limite d'attaque de bombardement. C'est-à-dire que si vous avez 500 ALVF, je vous rassure, vous n'y arriverez jamais. Vous n'arriverez jamais à voir votre force de bombardement décliner vers un maximum. Tout simplement parce que pour le bombardement, le principe de la largeur de bataille ne s'applique pas. Vous alignez toutes vos artilleries et vous tirez comme des bourrins. C'est là la grande différence, c'est-à-dire le gros équilibrage entre les joueurs, plutôt comme moi, théoriciens du choc, donc du char, et les joueurs plutôt théoriciens du bombardement et de l'artillerie. Les deux ont raison en leur sens, en ce sens que les tactiques ou les stratégies sont plus ou moins adaptées à tel ou tel cas. Mais c'est vrai que l'artillerie, si vous en avez suffisamment, ça peut tout péter, et on pourra toujours dire que si vous n'avez pas tout pété, il aurait fallu mettre plus d'artillerie. C'est vrai. Concrètement, c'est vrai, même si c'est un peu tiré par les cheveux. Il faudra que vous sachiez équilibrer les deux facteurs, c'est-à-dire le facteur bombardement et le facteur choc. Parce que si le facteur bombardement n'est pas limité, il est quand même réduit par la chance de touche et par la faiblesse au contact. C'est-à-dire que si vous avez 180 de dégâts bombardement, ce qui est absolument énorme, avec le X-factor et la chance de touche, vous pourriez très bien ne faire aucun dégât. C'est possible. Il suffit de rater le tir. Et si vous arrivez au contact, et bien là, je vous souhaite bonne chance pour les pertes. Vous allez manger sévère, parce que ça va être repris, ça va être réduit aux dégâts d'attaque. Que pourrais-je dire de plus à propos des artilleries, si ce n'est que c'est une unité assez indispensable. Concrètement, même si vous n'êtes pas un fan des artilleries, vous devrez toujours en posséder un petit contingent, en ce sens que lorsqu'on est face à des ennemis bien industrialisés, on ne peut pas, ça ne se fait pas, c'est une connerie, on ne peut pas foncer, même avec une haute force d'attaque au char, contre des forteresses niveau 5. Les forteresses niveau 5 réduisent de 90% les dégâts d'attaque, et en ce sens, ça peut être un véritable carnage que de les foncer comme ça. L'artillerie a au moins ce mérite, malgré sa force limitée, de pouvoir réduire en relative sécurité les niveaux de forteresse pour permettre ensuite une charge à l'infanterie. Voyons un peu plus en détail maintenant le cuirassé. Le cuirassé, lui, c'est le maître des mers. C'est une unité de dernier tiers qui prend énormément de fric à acheter, mais qui a l'avantage... Attendez, est-ce que sur cette partie j'ai une province côtière qui ne produit pas? Voilà. Il coûte extrêmement cher, c'est une des unités de tiers 3. En fait, lorsque vous regarderez l'écran de production, vous verrez que tout ceci est séparé en 3 parties. Le tiers 1, les voitures blindées. Le tiers 2, artillerie, chars. Et le tiers 3, la LVF, navire de guerre. Alors, il y a plusieurs classifications. En fait, lorsqu'on est dans une partie gold, on a tendance à dire qu'il y a 4 tiers. Le tiers 1, composé de la voiture blindée et du croiseur léger, qui arrive en fin de phase, qui arrive au début de la phase mécanisée, mais qui a le mérite d'être un bateau rapide, comme la voiture blindée en fait, des unités rapides mais peu puissantes. Le tiers 1,
le tiers 2, composé de l'artillerie, le char, le sous-marin et l'avion, et enfin le tiers 4, pardon, merde, qu'est-ce que j'ai dit? Non, ce que je voulais. Le tiers 2 composé de l'artillerie et du char, le tiers 3 composé du sous-marin et de l'avion, pas pour leur puissance mais pour leur capacité spéciale, et le tiers 4 pour les unités lourdes type LVF et navire de guerre. Excusez, c'est la fatigue. Le navire de guerre, comme je disais, c'est après l'LVF l'unité avec la plus longue portée. Et de manière générale, c'est l'unité polyvalente d'attaque, l'unité de projection de puissance la plus puissante que vous aurez. Il a une force de 6, donc là encore, souvenez-vous bien, force de bombardement de 6, donc au maximum 6. En général, vous verrez que vous ferez plutôt 3-4 morts avec le cuirassé par heure, ce qui n'est pas négligeable. Le cuirassé a le mérite de pouvoir bombarder la plupart des côtes en mode hit and run, c'est-à-dire que vous l'approchez, vous tirez, et ensuite vous vous repliez, en prenant soin à ne pas être intercepté par un LVF, bien évidemment. Le cuirassé est une unité de domination maritime. Globalement, des pays comme l'Angleterre, ici, qui se dotent d'une marine imposante, n'ont pas vraiment besoin de forteresses. Nous verrons, là je vous fais un topo vraiment hyper basique sur le cuirassé, tout simplement parce que le cuirassé fera l'objet d'un cours complet en N2. Donc là je dois me faire un peu douleur parce que le cuirassé, il y a tant à en dire, mais je ne veux pas tout vous révéler maintenant. Je vais tout simplement me contenter de dire que le cuirassé est un must-have pour toutes les opérations amphibies qui impliquent un débarquement. On va voir plus en détail le débarquement dans la gestion du combat. Tout ce que vous avez à retenir, c'est qu'une unité terrestre qui se trouve en mer dispose est soumis à un malus de 50% sur sa vie et 50% sur ses dégâts d'attaque. Comment est-ce qu'il faut le comprendre? Eh bien, une infanterie qui irait là, alors je vais pouvoir vous le montrer, mais je crois que j'ai aucune unité en mer. Ah, tiens, si. Ouais, mais c'est pas la mienne. Bon, tant pis. Une unité qui est en mer va perdre instantanément, lorsqu'elle sera ici, là, parce qu'elle va se trouver là où se trouve la flèche rouge, elle n'aura plus 1,2, mais 0,6 de force, et elle n'aura plus 1,1 dégâts d'attaque, mais 0,5 tronqué, ça sera aux alentours de 0,55. Ça fait que concrètement, une infanterie en mer, c'est comme si vous aviez un quart d'infanterie sur terre. Ça meurt donc hyper vite. Et là, le même principe s'applique en mer. Si vous vous faites bombarder alors que vos troupes sont en mer, vous allez subir, logiquement, 2 fois plus de pertes que si vous étiez sur terre. Et de même, si par malchance vous êtes pris au contact, vous allez subir 2 fois plus de pertes en infligeant 2 fois moins de pertes. Ce en comptant bien évidemment les dégâts d'attaque ajoutés. Parce que, il faut bien le noter, les unités mécanisées aussi subissent le malus de mer. C'est-à-dire que ce groupe-là, qui a 48,9 dégâts d'attaque et une puissance de 843, s'il était en mer, il n'aurait plus que 421,5 de puissance et uniquement 24,445 de puissance. Ça réduit considérablement la force des unités. Et ainsi, je ne saurais que trop vous conseiller de bien préparer vos unités lorsque vous vous déplacez en mer. À vrai dire, je vous déconseillerais même de déplacer des troupes trop ostensiblement ou sans protection cuirassée en période de guerre. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que je ne pouvais pas vous parler du malus marin sans vous parler du débarquement. Lorsqu'une unité débarque, elle prend un certain temps, qui est le même pour l'embarquement et le débarquement. Alors, voilà. Ah, fait chier. Voilà. Lorsqu'il n'y a pas de port, l'embarquement ou le débarquement prend 3 heures sur une province alliée. Lorsqu'il y a un port, il prend 1h30, ce qui est un des avantages indirects du port. C'est pour ça que lorsque vous avez le contrôle d'un point de passage important, par exemple
la Manche, l'île ou Londres, c'est toujours intéressant d'avoir un port. En l'occurrence, le joueur anglais, Dragon Léger, a très bien conçu, a très bien mis en place son réseau de ports. Ici, dans le passage de la Manche, il gagnerait 3 heures de voyage. Et 3 heures de voyage, lorsqu'on est en mer, c'est assez significatif. En terrain ennemi, en revanche, c'est ce qui nous intéresse plus, ce débarquement prend, alors voyons tac, voilà, 4h30. Ce qu'il y a un port ou non, hein, voilà, 4h30, 4h30, 4h30 c'est vraiment extrêmement long. Ça fait 5 rounds de tir si vous êtes intercepté. Et attention, parce que c'est là l'intérêt du débarquement. C'est 5 rounds de tir pendant lesquels vous débarquez. C'est 5 rounds où vous pouvez être touché au contact par des unités terrestres alors que vous avez, vous, votre malus de mer. C'est dans ces conditions qu'on peut prendre les pires ratios parce que votre groupe qui débarque va tirer sur le groupe terrestre avec la moitié de ce qu'il pourrait faire. Donc le mec sur Terre qui a toute sa puissance va prendre moitié moins de ce qu'il pourrait prendre sur Terre. Et lui, il va vous faire 2 fois plus de pertes que ce qui est normalement prévu sur Terre. Imaginez ça pendant 5 rounds. Lorsque vous débarquez sur Terre, vous avez perdu un nombre incalculable de troupes, l'ennemi est presque intact, et en fait, en général, même si vous débarquez, vous êtes quasiment perdu. Nous verrons plus tard qu'il y a un principe avancé de défense au débarquement qui s'appelle, qui couple la zone d'accroche et le malus de mer. Mais ça, nous le verrons dans le cours sur les tactiques de combat un peu plus avancées. Déjà, retenez que le débarquement est extrêmement pratique. Le contre-débarquement est extrêmement pratique et dangereux. Pour contre-débarquer une armée, c'est assez simple. Il suffit d'attendre que l'adversaire commence à débarquer, ou alors prévoir le temps où il va commencer à débarquer, et l'attaquer au contact. Si il s'approche et que vous allez vous déconnecter ou que vous voulez juste prévoir, il vous suffit de placer votre unité à l'extrême limite du pixel où il embarque et où il est sur Terre. Si vous voulez être vraiment sûr, commencez à faire embarquer votre troupe, elle sera de toute façon bloquée. Voilà, il ne nous reste plus comme unité à évoquer de base que la LVF. La LVF, c'est l'unité du jeu avec la plus grande portée, excepté l'avion, qui est une unité gold qu'on n'évoquera pas ici. Il a finalement pour son prix la force de bombardement de 2 artilleries. Donc au prix comparatif, les artilleries ont plus de puissance de feu pour le même prix. Oui, mais lorsqu'on regarde la portée, on se rend compte que finalement, pour arriver à un LVF, il faut, même avec des voies ferrées et en zone amie, plusieurs heures pour atteindre la LVF. Et alors là, je ne vous raconte même pas. Si je place mon LVF ici, voilà, entre ces deux-là, donc hors de portée de toute artillerie, mais pas des autres LVF, je peux à la fois protéger 2 villes, attaquer 2 villes, et être parfaitement en sécurité. Si je le mets un peu plus en retrait, disons par exemple pour éviter d'être touché par des ALVF ennemis, ici par exemple. Ici, vous voyez que le cercle de portée permet de couvrir 2 villes. Ça peut être extrêmement utile lorsqu'il s'agit de défendre une ville déjà attaquée au contact, pour soutenir les défenseurs. L'unité est extrêmement lente. Vous voyez, là, pour remobiliser à peine une province, il me faut 6 heures. C'est là le gros problème de la LVF. Sa puissance, sa distance, qui font que un ennemi... Regardez, je vais vous montrer, c'est extrêmement éloquent. En imaginant que, vraiment en imaginant que j'attaque un LVF qui est situé sur ma province, donc à l'extrême limite de ma portée LVF, vous vous rendez compte. Il faudrait que, avec des chars et de l'infanterie, 1 minute, enfin 2 heures environ, soit 2 rounds de tir. 2 rounds de tir pour atteindre un putain d'ALVF qui est situé à la frontière.
Effectivement, on pourrait vous dire c'est assez rapide. Oui, mais imaginez-vous lorsque vous êtes en territoire ennemi. Imaginez que la LVF, alors on regarde sa portée, il se trouve là. Ou là. Là, c'est plus éloquent. Ici. Ici, qui se mettent à pilonner vos villes. Pour l'atteindre, vous devez parcourir la moitié de son territoire, soit 4 heures de plus, attaquer la ville, avec le temps que ça prend, et ensuite vous remettre en marche pour attaquer la LVF. En 5h30, la LVF, il s'est tiré, faut pas chercher, il s'est tiré. Et il s'est tiré en prenant soin de vous tirer dessus une fois par heure. La LVF, c'est vraiment une unité extrêmement difficile à maîtriser. Parce que, malgré sa puissance, sa lenteur compensée par la distance, c'est une unité qui ne peut se déplacer que sur des voies ferrées. C'est d'ailleurs pour ça que seuls les pays les plus industrialisés peuvent se permettre un réseau ALVF. Si le chemin de fer est détruit, la LVF est bloquée. On verra que ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a une subtilité de déplacement, mais retenez pour l'instant que si la voie ferrée est détruite, la LVF est bloquée. Il ne peut plus se déplacer et il ne peut plus donner l'ordre de tirer à moins de se bloquer lui-même. Comment utiliser la LVF de façon très optimisée? Eh bien, tout simplement en le laissant à l'arrière dans une forteresse montée avec quelques gardes. On verra que cette tactique n'est pas opérante dans le cadre d'unités Gold ou face à un ennemi disposant lui aussi d'ALVF. Mais pour l'instant, pour le cours sur l'utilisation de base des unités, c'est-à-dire le cours destiné à nos débutants parfaits, c'est la seule chose que j'évoquerai pendant ce cours. Voilà, donc j'espère avoir évoqué largement l'utilisation de toutes les unités. Je m'excuse d'avoir été vague et extrêmement imprécis, c'est normal. L'utilisation des unités est quelque chose qui est à deux vitesses. On peut soit y aller à la zob, en connaissant ce que je viens de vous enseigner, c'est-à-dire les dégâts ajoutés, la force de bombardement, soit on peut y aller en mode calculateur et y aller avec sa petite feuille et sa machine à calculer pour calculer le plus précisément possible les dégâts qu'on va faire. Ça, je le réserve pour un prochain cours. J'évoquerai juste en épilogue le principe des rounds de tir. Vous avez sans aucun doute déjà lu dans le manuel que les unités tiraient toutes les heures. C'est vrai. Le calcul des dégâts se fait toutes les heures. Mais il y a une petite subtilité à ajouter là-dedans. Le calcul des heures n'est pas à l'échelle de la carte. C'est-à-dire que ce n'est pas à 12h, 13h, 14h, 15h que les dégâts se font, et que si vous avez des unités qui ne combattent pas à ces horaires, eh bien tant pis pour elles. Non, non, c'est un peu plus compliqué et pratique que cela. Chaque unité a sa propre horloge intégrée, je dirais. Si vous faites tirer ces 5 ALVF seuls, en fonction de l'heure à laquelle vous les aurez fait tirer, à partir de cet horaire, ça sera H plus 1, H plus 2, H plus 3 avant le nouveau tir. Par exemple, si je tirais avec l'LVF seul sur ce navire, je pourrais ensuite déplacer mon ALVF pendant 1 heure. Alors attention, 1 heure avec un ALVF, c'est pas grand chose. Voilà. 58 minutes, 57, 54. Je pourrais déplacer cet LVF pendant 57 minutes, 55 secondes, attendre 2 petites minutes, puis lui réordonner de tirer. Le round de tir, ce serait ce qu'on dit reconstituer. C'est la même chose pour toutes les unités, qu'elles soient de contact ou de bombardement. Lorsque vous êtes au contact, vous remarquerez que toutes les heures, les dégâts se font automatiquement, tout simplement parce que vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas vous replier d'un combat avant que l'une ou l'autre armée ait été annihilée complètement. En revanche, pour les unités de distance, ce qu'on appelle le hit and run, vous pouvez très facilement ordonner un tir, puis ordonner un repli ou une manœuvre. C'est surtout probant pour les cuirassés qui ont très souvent en bataille navale le grand besoin de tirer puis de se replier vite fait. Nous évoquerons le principe des rounds de tir et les applications qu'on peut en faire plus en détail dans les cours sur les combats. Bien,
Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ce rappel de cours vous aura été utile pour vous rafraîchir la mémoire, et je vous souhaite une bonne journée au sein de la Prenkeps Academiae.